Donc, c'est des cycles de la progestérone. Donc, quand on dit qu'il y a beaucoup d'oestrogène, on a une hyperplasie de l'endomètre qui risque de saigner et qui risque de développer un polype. Donc, on peut avoir un polype qui saigne, on peut avoir de l'adénomyose. Donc, l'adénomyose, donc c'est une pathologie qui est très fréquente à cet âge, entre 46 ans, 47 ans, 48 ans, il y a beaucoup d'adénomyose. Elle peut saigner d'un fibrome utérin, d'une hyperplasie ou bien simple, et ça peut même aller jusqu'au cancer de l'endomètre. Donc, ça, c'est très fréquent comme étiologie. Donc, là, il faut retenir les causes essentielles de ces saignements de la périménopause. Donc, en premier lieu, c'est les polypes. Après, vous avez les fibromes. Après, vous avez l'adénomyose et puis l'hyperplasie. Donc, et on ne pourra pas éliminer un cancer aussi de l'endomètre. Il faudrait y penser. On voit actuellement de femmes de plus en plus jeunes qui souffrent qui ont un cancer de l'endomètre, chez qui on diagnostique un cancer de l'endomètre. C'est plus comme avant, on disait que le cancer de l'endomètre, c'est l'apanage de la femme ménopausée depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. Actuellement, ça a complètement changé. On a vu et on voit dans notre pratique quotidienne des femmes jeunes de 45 ans qui ont un cancer de l'endomètre. Donc, il ne faut pas négliger ces saignements en cette phase, durant cette phase de la périménopause. Il faudrait éliminer une cause organique avant de dire que c'est normal, c'est des troubles en rapport avec la ménopause, parce que vous allez être ménopausée, c'est normal d'avoir ces saignements. Non, il faudrait éliminer une cause organique avant de retenir la cause fonctionnelle qui sont les saignements d'origine anovulatoire. Donc, on peut avoir d'autres causes. Donc, c'est les coagulopathies. On a aussi des femmes d'origine iatrogène. Les femmes, par exemple, qui prennent de l'anticoagulation, du Synthron, des médicaments anticoagulants. Ces femmes, surtout lorsqu'il y a un dispositif intra-utérin à côté qui fragilise l'endomètre, risquent de saigner. Donc, il faudrait rechercher dans l'anamnèse si elle prend un traitement particulier qui peut donner aussi un saignement d'origine endo-utérine. Donc, on va commencer notre, on va dire, étude par une anamnèse qui doit être précise, parce que vous avez une femme, on va dire, qui saigne, qui se plaint c'est un saignement qui l'affecte dans sa vie, donc il faut répondre à ses besoins, à ses attentes. Donc, il faut définir le problème. Oui, c'est un problème, vous saignez. Donc, ce saignement, il a en général un retentissement, c'est l'anémie. Donc, une femme, comme on a vu tout à l'heure, elle saigne tout le temps, c'est des règles abondantes. Elle utilise 2 paquets de serviettes à chaque cycle. Et la serviette, elle se remplit rapidement. Sûrement, cette femme, elle va développer une anémie fériprive par perte sanguine. Donc, il faudrait aussi préciser les antécédents de la patiente, les antécédents obstétricaux, c'est-à-dire est-ce qu'elle a déjà accouché normalement, est-ce qu'il y a eu un traumatisme au moment de l'accouchement, c'est-à-dire on a fait une césarienne, une révision utérine, un curetage utérin, tout ce qui fragilise l'endomètre. Parce que tout ce qui fragilise l'endomètre peut être responsable d'adénomiose. D'accord? On va définir c'est quoi l'adénomiose. Donc, on recherche en fait un traumatisme dans le passé, un traumatisme au niveau du bassin, au niveau de l'endomètre. Donc, vous avez aussi des symptômes endocriniens. Une femme qui souffre d'hypothyroïdie, elle peut avoir aussi des saignements parce que ça influe sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Vous avez surtout aussi l'hyperprolactinémie et le syndrome des ovaires polykystiques, où on peut aussi avoir des cycles anovulatoires responsables du saignement. Donc, une femme qui a aussi des antécédents, on cherche est-ce qu'il y a une coagulopathie dans le passé. C'est une femme qui souffre depuis sa jeunesse de maladies, donc on va chercher ça à l'interrogatoire. Les antécédents familiaux de cancer, surtout de cancer de l'endomètre. Donc, une comorbidité, un traitement hormonal. Elle prend un traitement hormonal et tout ça. Donc, une médication, l'anticoagulation, les contraceptifs, le tamoxifène, surtout le tamoxifène qu'on donne surtout chez les femmes qui souffrent de cancer du sein. Ça peut donner aussi des saignements, des antipsychotiques et des corticoïdes. Donc, tout ça, c'est notre enquête anamnestique, on va dire, qui va chercher, donc qui va nous orienter vers l'étiologie afin de la traiter. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter le saignement, il faut trouver, chercher l'origine de ce saignement. Et puis, on doit apprécier à la fin, grâce à l'anamnèse, l'effet sur la qualité de vie, l'effet de ce saignement sur la qualité de vie de la patiente. Alors, pour la première patiente, elle a un IMC de 23, c'est-à-dire elle est un peu maigre, on va dire.
Le bilan thyroïdien normal, l'utérus, il est globuleux un peu de 8 semaines. Il faut se rappeler de la première patiente. On a dit que c'est une patiente de 46 ans. Elle saigne beaucoup. Au moment des règles, c'est des cycles réguliers, mais qui saignent beaucoup et qui utilisent beaucoup de serviettes. Et ces saignements, ils sont accompagnés de douleurs. Donc, cette patiente, on a fait notre anamnèse et notre examen clinique avec un bilan complet, ce qu'on a dit, il faut chercher une hypothyroïdie. On a trouvé que c'est une femme plus ou moins maigre. Donc, elle a un gros utérus, comme une grossesse de 8 semaines. Mais c'est un utérus qui est mobile, qui bouge, mais qui est sensible. Il est un peu douloureux lorsqu'on le fait bouger grâce au toucher vaginal et le palpé abdominal. Quand on fait notre toucher avec le palpé, on fait bouger l'utérus. Ça lui fait mal. Et les annexes sont normaux. Ça, c'est pour l'examen clinique de la première patiente. Donc, ce qu'il faut retenir, un gros utérus sensible ou douloureux. Pour notre deuxième patiente qui a des saignements tout le temps, c'est-à-dire elle n'a pas de cycle régulier, des cycles irréguliers, l'examen il est normal, la thyroïde normale, le poids normal, et lorsqu'on met le spéculum, on a vu un polype au niveau du col, donc de 1 cm. Donc, vu le vagin normal, il n'y a rien au niveau de la région vaginale. Il faut toujours examiner. Il ne faut pas faire que l'échographie. Donc, l'examen chez le médecin généraliste ou bien gynécologue, quand il se plaint de saignement, il faut savoir l'examiner, d'accord? Examiner la région vulvaire, la région vaginale en recherche d'un cancer, par exemple au niveau du vagin. Examiner le col. Là, il y a un polype de 1 cm, l'utérus est normal, les annexes sont normales. Donc, l'examen clinique, on l'a dit, donc l'examen général, le poids, la thyroïde, la peau, est-ce qu'il y a au niveau de la peau, c'est-à-dire un syndrome hémorragique, des contusions, des pétichies et tout ça, c'est des signes en rapport avec les troubles de l'hémostase, un hirsutisme en rapport avec l'OPK, des vergetures qui sont en rapport avec aussi le problème endocrinien. Donc, rechercher une masse abdominale, des examens gynécologiques, vulve, vagin, col, examen pelvien. Donc, faire un examen vraiment détaillé, tout voir pour chercher en fait l'étiologie. Donc, on a fait un petit bilan. On revient à nos patientes. Donc, on a fait un petit bilan. On a trouvé un HbA à 9,8, TSH à 1,45 normal. Donc, une biopsie de l'endomètre a été demandée, une échographie qui était normale. Donc, à part l'anémie, on va dire tout est normal et on a demandé à faire une biopsie de l'endomètre sous contrôle hystéroscopique. La deuxième, elle a des NHbA12, thyroïde normale, donc une biopsie donc, qui revient une prolifération au niveau de l'endomètre, donc un endomètre prolifératif, une échographie qui est tout à fait normale. Donc, vous voyez très bien que l'échographie, elle ne rapporte pas beaucoup d'informations, à part qu'on voit une épaisseur de l'endomètre. Donc, à l'échographie, on fait une coupe sagittale. Donc, on fait par sonde onde suspubienne ou bien onde vaginale, on va faire une coupe sagittale et on va mesurer l'épaisseur de cet endomètre. Donc, l'épaisseur de l'endomètre, normalement, chez une femme de 46-48 ans en périménopause, cette épaisseur, elle ne doit pas dépasser les 8 mm. Donc, si cette épaisseur de l'endomètre, elle dépasse les 8 mm, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'endomètre, c'est une hyperplasie de l'endomètre. Donc, il faudrait explorer cet endomètre. Soit on fait une hystérosonographie et on va voir. Recording in progress. Saigne,
donc un bêta acéré. Donc, on fera une imagerie à la recherche des étiologies pour voir les causes structurelles qui sont Recording il in y a un grand progress. écart entre 5 et 30%. Recording in progress. Thérapie endovaginale, elle fait partie presque de l'examen clinique. Donc, on fait une écho endovaginale. On cherche une pathologie au niveau du col, au niveau du myomètre ou bien au niveau des annexes. Donc, une pathologie de l'endomètre donc, qui varie selon le cycle. Donc, la phase proliférative, donc la première phase du cycle, l'endomètre, il faut savoir qu'il change de taille, de diamètre en fonction de la phase du cycle. Au cours de la première phase du cycle, l'endomètre, il fait à peu près 4 millimètres. Et pendant la phase lutéale, sous l'effet des progestatifs, il atteint 16 millimètres de diamètre. Donc, en général, nous, on Recording faut in décoller les deux progress. parois. Comment on décolle les deux parois? En injectant du sérum salé dans l'utérus. Lorsqu'on met du sérum, c'est comme un ballon qui gonfle. Donc, on va écarter les parois. On va voir l'épaisseur de la paroi de l'utérus. Donc, l'hysterosonographie, emplacement endocavitaire des polypes. Donc, on cherche les polypes, on cherche un fibrome intracavitaire. On peut le voir très bien grâce à l'hysterosonographie. Et le problème, c'est que ce n'est pas toujours accessible parce qu'il faut une sonde spécifique qu'on met au niveau de l'utérus pour injecter du sérum. Donc, ce n'est pas toujours facile à réaliser. Mais quand même, on peut le faire. D'accord? Vous avez après l'hystérosonographie, vous avez l'IRM, donc elle est petite pour ce symptôme. Donc, beaucoup plus, on pourra utiliser l'IRM, par exemple, si on a un doute, c'est-à-dire on voit un fibrome et on voit que ce fibrome, l'architecture, elle est normale, donc on suspecte un sarcome. Donc là, il faudra demander une IRM ou bien pour faire une cartographie des fibromes, c'est-à-dire là, un utérus plein de fibromes. Donc, pour pouvoir voir tous les fibromes, on pourra demander une IRM. Mais surtout pour le diagnostic différentiel. On demande l'IRM lorsqu'on suspecte vraiment qu'il y a un problème de malignité, qu'il y a un fibrome qui ressemble à un sarcome.
Donc, après cette imagerie, l'échographie, l'hystérosonographie, l'IRM, il faudrait biopsier l'endomètre. Donc, il y a un problème de l'endomètre. L'endomètre à l'écho, il est épais. À l'hystéro, il est épais. Il faudrait aller faire une biopsie au niveau de l'endomètre. Surtout lorsqu'on a des facteurs de risque de cancer de l'endomètre. Une femme de plus de 40 ans, elle a des facteurs de risque d'endomètre qu'on a cités, c'est-à-dire le diabète, l'HTA, l'obésité, les antécédents familiaux de cancer. Donc là, il ne faut pas hésiter à demander une biopsie de l'endomètre. Donc, si aussi on a mis la malade sous traitement, donc on a mis la malade sous traitement médical et le traitement, il n'est pas efficace, c'est-à-dire la malade, elle continue à saigner, là aussi, il faudrait aller voir cet endomètre. Il y a une cause organique, voir pourquoi ça saigne toujours. Donc, les saignements importants, il faut aller biopsie, les cycles anovulatoires. Donc, en général, la biopsie en elle seule permet de détecter 90% des cancers de l'endomètre et on pourra voir de quoi il s'agit. Donc, après la biopsie, vous avez l'hystéroscopie. Donc, le gold standard en matière de saignement de la périménopause, c'est l'hystéroscopie. On fait beaucoup d'hystéroscopie actuellement. Donc, ça nous permet d'avoir une vue générale. On voit directement l'endomètre. Donc, s'il y a une anomalie, on va aller biopsier directement cette anomalie, faire des biopsies dirigées là où il y a l'anomalie. Donc, le problème qui se pose, est-ce que c'est disponible, l'hystéroscopie? Ce n'est pas tout le monde qui fait l'hystéroscopie. Aussi, il faudrait aussi une petite sédation, donc ce n'est pas toujours facile à réaliser. Et parfois même, c'est impossible de faire une dilatation du col pour la seule raison pour faire le diagnostic. Donc, on revient à notre cas clinique, nos deux cas cliniques, les deux cas cliniques. Donc, on a dit, on a fait une anamnèse détaillée, on a cherché tous les facteurs de risque de saignement, on a vu si ce saignement est accompagné de douleur ou non. On a fait notre examen clinique, on a recherché, on a vu le col, est-ce qu'il y a un polype ou non, la taille de l'utérus, est-ce que l'utérus, il est mobile, est-ce qu'il est déformé dans sa taille, bosselé, il y a des fibromes à l'examen clinique et on complète par l'écho endovaginal. Et puis, on revient comment traiter ces patients. En fait, donc on traite en fonction, euh, c'est-à-dire en fonction de l'étiologie, toujours en fonction de l'étiologie. Là, pour la première patiente, on a éliminé toute cause organique, c'est-à-dire on n'a pas trouvé de fibrome, on n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire pour la première patiente? On a mis un stérilet, donc un stérilet qui libère de la progestérone. Et puis, on va voir. On met le stérilet et on va voir si ça marche ou ça ne marche pas. Parce que cet âge-ci, il vaut mieux mettre, on va dire, un stérilet au lévonorgestrel. C'est ce qu'on fait habituellement pour arrêter ces saignements, surtout lorsqu'ils sont importants. Et on va voir. Si malgré le stérilet, la patiente, elle continue à saigner, là, on va faire une hystéroscopie. On va enlever, on va gratter l'endomètre. On va enlever cette couche d'endomètre qui saigne. On appelle ça l'endométrectomie. C'est l'ablation de l'endomètre. Et malgré l'ablation de l'endomètre, ça continue aussi à saigner. Là, on pourra faire une hystérectomie. Et le mieux, c'est de faire une hystérectomie par voie vaginale, interannexale, conserver les annexes parce que la femme, elle n'est pas encore ménopausée. Donc, pour la deuxième femme qui a des cycles, c'est les règles gynécologiques, qui a des cycles irréguliers, on n'a pas trouvé de cause organique. Donc là, c'est des femmes qui ont des saignements fonctionnels. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de cause organique précise. Donc, on a enlevé juste chez la deuxième le polype et on va mettre la malade sous progestatif. On a dit que cette période, le problème, pourquoi ces femmes saignent? Ces femmes saignent parce qu'il y a un manque de progestatif, parce que les cycles sont anovulatoires pendant cette période de cycle. Donc, alors, comment on traite? En donnant ce qui manque. Ce qui manque, c'est les progestatifs. On va donner les progestatifs, soit par voie orale ou bien en plaçant un stérilet. Le stérilet qui libère les progestatifs. D'accord? Maintenant, si malgré le traitement médical, ça ne cède pas, malgré qu'on a placé un stérilet, elle saigne, elle continue à saigner toujours avec un retentissement sur l'état général et sur la vie de la patiente, là, il faudrait faire une hystérectomie chez ces femmes de 48-46 ans. Donc, le traitement
il faut aussi rechercher d'autres causes, telles que l'hypothyroïdie, par exemple. Si on trouve une hypothyroïdie, il faudrait la régler. S'il y a un problème de coagulation aussi, il faut traiter tout ce qui est un problème de règles. Donc, et le cycle, il faut un traitement hormonal, on a dit les progestatifs, afin de régulariser le cycle, la contraception si nécessaire, avec une protection, une réduction de l'hyperplasie ou de l'endomètre. Donc, et surtout, s'il y a d'autres causes, il faudrait les traiter. Par exemple, si on a un fibrome, en dehors de ces malades, des deux malades qui ont des saignements fonctionnels, maintenant, si vous avez un fibrome intracavitaire qui saigne, donc il faudrait enlever ce fibrome. Si vous avez de l'adénomyose, donc qui est une pathologie très fréquente à cet âge-ci, donc c'est des femmes, en général, c'est quoi l'adénomyose? Donc c'est l'endomètre qui va pénétrer dans le myomètre. C'est comme l'endométriose, mais qui reste localisé au niveau de l'utérus. Donc c'est l'endomètre qui pénètre dans le myomètre. Et quand ça pénètre, ça donne des saignements, parce que c'est traumatique, et ça donne des douleurs. C'est comme dans l'endométriose, qu'on va voir lors des prochaines formations, Inch'Allah. Donc, il y aura un gros utérus qui est douloureux. À l'examen clinique, c'est une possipare ou multipare qui est à la quarantaine et qui a un gros utérus douloureux qui saigne. Premier diagnostic à évoquer, bien sûr, c'est l'adénomyose parce que l'utérus est fragile et ça donne ses symptômes. Donc, l'adénomyose, il ne faut pas négliger cette étiologie. Donc, c'est une étiologie qui est très fréquente et on arrive rarement, on va dire pas rarement, on arrive souvent à ne pas poser le diagnostic de cette adénomyose, alors qu'une simple échographie faite par un bon échographiste peut détecter ou faire le diagnostic de cette adénomyose et la traiter correctement. Donc, à côté du traitement médical qu'on a cité, donc on a dit le traitement médical, c'est les progestatifs, que ce soit par voie orale, par patch, par stérilet. On a le traitement chirurgical. Donc, bon, le traitement chirurgical, quand on dit hystérectomie, il ne faudrait pas que la femme aussi, elle se traite pour une infertilité. On ne va pas lui proposer une hystérectomie. Une femme qui a 42 ans, qui saigne et qui désire avoir des enfants, on ne va pas lui dire on va vous enlever votre utérus. Donc, c'est en fonction de la fertilité de la patiente. Le traitement chirurgical aussi, il est réservé en cas d'échec du traitement médical. Si vous avez un traitement médical qui ne donne pas de résultat, il faudrait aussi faire un traitement chirurgical. D'effet indésirable au traitement médical, c'est un traitement qui n'est pas bien toléré. La patiente, elle tolère mal cette pilule. Donc, il faudrait aussi opérer, il faut régler le problème. Si ce saignement, il a un retentissement important avec une anémie importante, donc il faut régler chirurgicalement ce problème vu que le traitement médical, il n'est pas efficace. Et puis, si vous avez une cause organique bien individualisée, par exemple un gros fibrome, une hyperplasie de l'endomètre ou une néoplasie, là, on va avoir recours faire une chirurgie pour traiter cette cause organique. En fait, le traitement chirurgical aussi, ça peut être sur la demande ou sous la demande de la patiente. Elle nous dit, je prends beaucoup de traitements depuis longtemps et ça ne règle pas le problème, ça altère ma qualité de vie. Et là, elle appelle ou elle désire un acte chirurgical pour s'en débarrasser de ce problème. Donc, on peut poser aussi à côté du traitement chirurgical, le traitement hormonal, non hormonal, c'est les INS. On a pu utiliser, c'est des anti-inflammatoires, c'est des inhibiteurs de la cyclooxygénase qui ont un effet sur la réduction de l'acide arachidonique en prostaglandine. Le taux élevé de prostaglandine dans les tissus étudiants des femmes avec des hémorragies, ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui saignent, ils ont beaucoup de prostaglandine. Donc, on a suspecté que ces prostaglandines sont impliquées dans ces saignements. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait donner? Il faut donner l'antidote. L'antidote, c'est les anti-prostaglandines, c'est les anti-inflammatoires, en fait. C'est les AINS qu'on pourra utiliser. Et ça permet, dans certaines études, ça a permis de réduire, on va dire, les saignements de 33 à 55% dans 50% des cas. Donc, la douleur aussi, ça agit beaucoup sur la douleur parce que la prostaglandine, vous savez très bien que les prostaglandines entraînent des contractions, ça donne des contractions. Et quand on donne ces anti-inflammatoires, ça réduit les dysménorrhées de 70%. Donc, chez nous, on utilise l'acide béphanimique qui est bon, plus étudié dans les études, qu'on peut utiliser et qu'on pourra associer au traitement hormonal. Donc, parfois, lorsqu'on met un stérilet au
ce traitement, ces anti-inflammatoires qui peuvent arrêter aussi le saignement. Vous avez aussi les antifibrinolytiques, l'acide tranexamique, donc c'est disponible l'acide tranexamique, mais on a des saignements importants, donc il a une activité fibrinolytique locale qui est très augmentée. Donc, il est efficace dans plus de la moitié des cas en le comparant chez une femme qui ne prend rien. Donc, l'efficacité, elle est supérieure par rapport aux anti-inflammatoires et par rapport aux progestatifs. Et la posologie, on va dire, bon, chez nous, l'acide tranexamique, il est réservé pour beaucoup plus par voie intraveineuse qu'on administre dans les cas aigus, c'est-à-dire une femme qui saigne beaucoup. Donc, on peut lui donner un antifibrinolytique qui est l'acide tranexamique. Donc, c'est plus réservé dans l'urgence chez les femmes qui viennent avec choquées, avec qui saignent beaucoup. On utilisera ce produit antifibrinolytique et c'est efficace sur les saignements aigus. Donc, il y a des controverses, il y a le risque thromboembolique, il y a beaucoup de risques thromboemboliques avec ce médicament. C'est pour cela qu'il faudrait l'utiliser avec prudence, surtout lorsqu'il y a des antécédents thromboemboliques. Donc, ce traitement, il n'est pas anodin. Donc, quand vous avez une femme qui saigne beaucoup et qui arrive aux urgences chez vous, si elle n'a pas des antécédents de thrombose et tout ça, vous pouvez utiliser l'acide tranexamique. Donc, vous avez aussi d'autres médicaments, les corticoïdes et tout ça, qui ont un effet efficace sur les dysménorrhées aussi. Donc, ça réduit aussi les saignements. Mais le problème qui se pose, l'utilisation, c'est le risque thromboembolique qui risque aussi des saignements qui sont importants. Donc, là, on pourra utiliser aussi des pilules qu'on pourra de façon séquentielle ou de façon continue. On a même proposé de donner des pilules. Il y a eu des études qui ont comparé les différentes pilules en matière d'efficacité, mais il faudrait toujours qu'il y ait des progestatifs. Il y a des contre-indications au traitement hormonal. Vous connaissez, c'est comme la pilule, une femme qui fume, une femme qui a des antécédents d'HTA, des antécédents thromboemboliques, des AVC et tout ça, une complication, un problème hépatique, un problème de coagulation, de cancer. Tout ça, c'est des contre-indications à tout ce qui est pilule. Donc, c'est des contre-indications absolues à la prise de pilule. Donc, pour la contraception, on a dit soit c'est la voie orale, soit on peut utiliser des patchs et tout ça, soit c'est le dispositif intra-utérin qu'on pourra utiliser. Donc là, si on ne prend pas un traitement hormonal, on pourra aussi donner entre ces traitements, on pourra donner, on a dit tout à l'heure, on pourra donner les antifibrinolytiques, on pourra donner les anti-inflammatoires. C'est le cas de la première patiente qui a des saignements qui sont importants. Et à côté de saignements, elle a des douleurs, elle a des dysménorrhées, elle a un gros utérus. Donc, on pourra s'aider par non seulement le traitement à base de progestérone, mais aussi on pourra donner des progestatifs. C'est des progestatifs oraux qu'on donne pendant la phase ovulatoire. Donc, il y a eu des études sur ça. Donc, soit de façon séquentielle, c'est-à-dire pendant 3 mois, c'est ce qu'on fait dans notre étude quotidienne, dans notre pratique, on donne des progestatifs du 16e au 25e jour. Lors de cette période de vie, donc à 46 ans, on pourra donner des progestatifs du 5e au 25e jour. C'est-à-dire, elle prend pendant 20 jours, elle prend de la progestérone. On avait une lutéine et tout ça. On donnait une femme qui saigne, on lui donnait. Bon, avant, il y avait l'orgamétril. Actuellement, il est retiré du marché. On n'utilise plus l'orgamétril à cause du diabète, des complications thromboemboliques. Il a été retiré du marché. Plus d'orgamétril, plus de prescription d'orgamétril. On revient sur d'autres progestatifs, tels que l'utéine et tout ça, la norprogestérone et tout ça. Ces progestatifs, ils ont moins d'effets secondaires. Soit on l'utilise de façon continue, soit on va les utiliser de façon séquentielle. Il y a le Visanne aussi, qui est une progestatif qui est efficace aussi, surtout lorsqu'il s'agit d'adénomiose ou d'endométriose. Il y a la voie injectable, mais bon, on n'utilise pas trop des progestérones injectables. Ils ont des cycles, ça donne des cycles, ça bloque l'ovulation, ça donne une atrophie, ça donne une contraception efficace avec un arrêt immédiat du saignement. Mais dès que on arrête le traitement, c'est l'effet rebond. Donc, ça revient, le saignement revient. Donc, vous avez aussi comme traitement hormonal, donc on a dit soit c'est les progestatifs par voie orale,
soit les patchs, soit le dispositif intra-utérin ou lévonorgestrel. Donc, c'est un dispositif, c'est du stérilet qui libère de la progestérone. À cet âge-ci, c'est très demandé, c'est très, on va dire, indiqué, parce que ce stérilet, non seulement il a un moyen contraceptif, on a dit même à 46 ans, elle risque d'avoir une grossesse. Deuxièmement, il règle la douleur et aussi ça règle le saignement, parce qu'il y a de la progestérone là-dedans. Donc, c'est des stérilés qui restent pendant 5 ans, donc c'est le temps d'avoir une ménopause bien déterminée. Ça agit non seulement sur l'endomètre, mais aussi sur la vascularisation. Et le passage dans le sang de la progestérone est très faible. Donc, on n'a pas le premier passage hépatique avec le stérilet aprogestatif. Donc, il a aussi un effet de contraception. Donc, les contre-indications, c'est comme tous les stérilés, c'est un utérus mal formé, petit, de plus de moins de 6 cm, une immunodépression. Il faudra, là, c'est contre-indiqué pour tous les stérilés. Donc, l'efficacité, ça réduit, ça a été prouvé par les études, les saignements de 86 à 99% en une année. Donc, plus de saignements chez 97% des patients au bout d'une année de mise en place du stérilet à progestérone. Donc, on peut avoir aussi des aménorrhées. C'est très variable, les aménorrhées. C'est entre 20 à 80%. On peut avoir surtout l'amélioration de la qualité de vie. Elle a dit pour la première patiente, elle souffre de saignement, elle souffre de douleur, elle ne va plus au boulot. Donc, ça améliore aussi sa qualité de vie. Et ça a été comparé, on va dire, ça a été comparé à l'ablation de l'endomètre. L'endométrectomie, c'est la même efficacité que faire un geste chirurgical et enlever l'endomètre. Donc, c'est la même efficacité pour nous dire que le stérilet ou lévonorgestrel est efficace en matière de ces saignements. On peut avoir des effets secondaires, notamment des saignements anormaux, disparates. On peut avoir aussi des crampes, des douleurs pelviennes, mais il faudrait savoir gérer ces effets secondaires et ne pas se précipiter à enlever ce stérilet parce que ça peut se régler en associant par exemple un anti-inflammatoire. D'accord? Donc, si on associe un anti-inflammatoire, ça peut régler le problème. Après les progestatifs par voie orale, les progestatifs injectables, les patchs, le dispositif intra-utérin, vous avez un autre traitement hormonal, c'est les agonistes GnRH. Donc, on va bloquer complètement l'axe. Donc, on donne des antagonistes ou des agonistes GnRH. On va entraîner un hypogonadisme, mais qui est réversible. Donc, plus d'hormones, plus d'FSH, plus d'LH, plus d'oestrogène, progestérone. Ça donne une atrophie de l'endomètre, c'est ce qu'on cherche parce que c'est l'hyperplasie qui saigne. Donc, ça va donner une atrophie de l'endomètre, ça peut donner des aménorrhées. Donc, il n'y aura pas de douleur. Ça règle aussi l'endométriose et la dénomiose et les fibromes. Donc, le traitement GnRH, ça règle beaucoup de problèmes, mais dès qu'on arrête le traitement, 2, 3 mois, ça reprend. C'est pour cela qu'on donne ce traitement. Si on veut préparer la malade à un acte chirurgical, on peut commencer par donner ces agonistes GnRH. Donc, l'utilisation à l'encours, elle est, on va dire, contre-indiquée. Il faudrait éviter d'utiliser ces analogues par voie agonie GnRH plus de 3 mois, ça donne une ménopause précoce. Donc, il faut toujours faire l'adbacthérapie associée des oestrogènes progestérone après 6 mois de traitement. Parce qu'on a dit que c'est une ménopause artificielle avec tous les symptômes de la ménopause. Donc, après ce traitement hormonal, on parle toujours de saignement fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a une fois on a éliminé toutes les causes organiques, quelles sont nos armes thérapeutiques, donc après avoir éliminé tout ça. Donc vous avez le traitement chirurgical, c'est l'ablation chirurgicale de l'endomètre grâce à l'hystéroscopie. Soit on le fait par voie hystéroscopique après une préparation à la GnRH. L'efficacité, elle est presque à 100%, donc ça donne une aménorrhée. Il y a d'autres interventions, on peut agir 5 ans après, on peut être amené à intervenir sur cet endomètre. Donc, si ça ne marche pas avec le stérilet, si ça ne marche pas avec tous les traitements qu'on a donnés, de traitement médical, on va aller à la chirurgie. Et pour la chirurgie, on commencera par enlever l'endomètre, c'est l'endométrectomie par voie hystéroscopique. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est la technique chirurgicale qui est ici plus détaillée. Donc, les indications, donc si la femme ne désire plus avoir d'enfant, parce qu'on touche l'endomètre,
Donc, si elle veut un moyen de contraception fiable, donc il faut éliminer les autres causes telles que l'hyperplasie d'endomètre, la néoplasie, un cancer de l'endomètre. Il faudrait toujours éliminer le cancer de l'endomètre. Donc, ça permet une évaluation de la cavité utérine, une résection des polypes et voir plus clairement pour la patiente. On peut avoir même une aménorrhée chez ces patients. Donc, les effets secondaires, on peut avoir une hématométrie, une sténose sismique, parce que ça reste un acte chirurgical, une ligature tubaire et des douleurs cycliques. Maintenant, si on a enlevé l'endomètre, donc on a donné des progestatifs orales, ça n'a pas marché. On a mis des patchs, ça n'a pas marché, elle continue à saigner. On a mis un stérilet au progestatif, ça n'a pas marché. Au bout d'une année, elle saigne toujours. On est allé vers l'hystéroscopie, on a enlevé cet endomètre qui saigne parce que c'est fonctionnel. Donc, ça n'a pas marché. La femme, au cas où on dit ça n'a pas marché, elle saigne toujours. Quelle est la solution ultime? Donc, c'est enlever l'utérus. C'est ce que les femmes demandent à cet âge-ci. Elles vous disent, je ne veux plus prendre de traitement, je ne veux plus de chirurgie, on va dire, conservatrice. Enlevez-moi cet utérus qui saigne, qui me rend malade. Donc, en fait, il ne sert à plus rien. Elle a déjà eu ses enfants, elle a déjà enfanté. Donc là, euh, on pourra répondre à la demande de la femme et réaliser une hystérectomie, le plus souvent par voie vaginale. Sinon, c'est la voie laparoscopie. Donc, il faut vraiment éviter la laparotomie pour un simple saignement fonctionnel, vu le risque donc important pour cette chirurgie. Donc, on réserve la laparotomie, sauf s'il y a des adhérences importantes ou bien un très gros utérus qu'on ne pourra pas élever par voie cilioscopique ou par voie vaginale. Alors, maintenant, si on a un fibrome, on a dit, donc maintenant c'est le traitement en fonction de l'étiologie. Si on a une étiologie, tout à l'heure on a parlé de traitement fonctionnel. Maintenant, si vous avez une cause organique telle que les fibromes, il faudrait faire une myomectomie, voire une hystérectomie par voie hystéroscopique, laparoscopique ou bien par laparotomie. Donc, il faut régler son problème. Alors, on revient à notre première malade, donc on termine, on revient avec notre première malade qui saigne, donc qui saigne, qui a mal, qui a des douleurs, et elle ne veut pas prendre un traitement médical. Donc, on lui a mis un stérilet, mais ça n'a pas marché, ça saigne. Donc, on a placé un traitement, donc elle n'a pas voulu des progestatifs tels que du ténil. On a placé un stérilet, malgré le stérilet, elle continue à avoir des spottings. Alors, qu'est-ce qu'on propose chez cette patiente? C'est bien sûr faire une hystéroscopie. Donc, faire une hystéroscopie avec un biopsie d'endomètre, voire une endométrectomie. Alors, pour la deuxième femme, on l'a mis sous traitement, mais échec du traitement, elle continue à saigner par voie orale. Donc, elle refuse de faire un stérilet. Là, il faudrait faire une contraception à faible dose. Donc, pour la vignette du cas clinique, c'est une femme de 48 ans, aux alentours, celle qui saigne avec des saignements modérés. Mais le problème de la première femme, c'est qu'elle a des douleurs donc, et des bouffées de chaleur pendant un mois. Donc, pour cette femme, là, alors, excusez-moi, ça c'est pour les deux dernières patientes, la patiente 1 et la patiente 2. Donc, pour la patiente 1, donc on a dit qu'on a proposé un traitement médical. Elle refuse le traitement médical. On a mis un stérilet, ça n'a pas marché. On a enlevé l'utérus, on a enlevé l'endomètre par voie hystéroscopie. Pour la deuxième, on l'a mis sous pilule ostroprogestative. Là, vous avez le cas d'une patiente aussi de 50-48 ans. Elle a des bouffées de chaleur et tout ça qui ont disparu au bout d'un mois de traitement. Et elle a des mastodénies récentes. Que pensez-vous? Que faites-vous? Faire une biopsie de l'endomètre ou bien un traitement hormonal? Donc, en fait, c'est un cycle qui est endogène, c'est-à-dire une femme chez qui on l'a mis sous traitement les analogues, parce qu'on a dit comme traitement hormonal, vous avez aussi les analogues LHRH. Malgré les analogues LHRH, la femme, elle va développer une ménopause avec des douleurs et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut arrêter le traitement injectable, arrêter le traitement, les analogues LHRH, parce que ils sont responsables de ménopause précoce. C'est pas une ménopause précoce, mais ils vont donner des symptômes de la ménopause qui vont retentir sur la vie de la patiente. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Vous avez long à dire sur le chat. Ah oui. Voilà.
بنبداو من تحت ولا من الفوق؟ Alors, il faut... Alors oui, très bien, oui, très bien, oui, très bien. Je vais vous donner là. je- Alors, alors, cette... 14h34. Oui, 14h34. 14h34. OK. 14h34. D'accord, 14h34. Alors, bon, j'ai celle-là. Il y a une question. Est-ce qu'il faut faire une biopsie? Donc, vous avez 15h55, un mail. Donc, il y a une patiente qui a 62 ans, BMI à 39, c'est une quatrième geste, quatrième part, elle est accouchée par césarienne. Et là, elle est obèse, elle a 60 ans, elle est sans antécédent, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'HTA, mais elle a une hyperplasie de l'endomètre à 11 millimètres. Son endomètre, il mesure, à 62 ans, il mesure 11 millimètres. Son saignement, donc elle est asymptomatique. Donc, en fait, c'est une femme qui est asymptomatique, elle n'a pas de symptômes. C'est une très bonne question, ça, hein. Donc, c'est une femme qui a, on va dire, 62 ans. Elle n'a pas de saignement, elle n'a pas de symptômes, mais elle est obèse et elle présente une hyperplasie d'endomètre à l'échographie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire chez cette patiente? Donc c'est une épaisseur qui est anormale. 11 millimètres, c'est beaucoup pour une femme de 62 ans. Donc, il faudrait, même si elle n'a pas de symptômes, même si elle ne saigne pas, il faudrait aller explorer son endomètre. D'accord? Il faudrait pratiquer au minimum stérosonographie, c'est-à-dire injecter du sérum et voir sa cavité utérine. Parce qu'il faudrait déterminer si cette hyperplasie, elle est simple ou bien c'est une hyperplasie atypique polypoïde qui peut conduire à un cancer du sein, même si la femme, elle ne saigne pas. Parce qu'elle a un problème anormal, c'est l'épaisseur de l'endomètre qui est une épaisseur importante. 11 millimètres, c'est beaucoup, d'accord? Donc, il faut aller explorer son endomètre, faire une hystéroscopie avec biopsie. Voilà. Alors, l'orgamétrie, il y a une question sur un progestatif. L'orgamétril est encore disponible en officine. L'orgamétril, il a été retiré. Bon, en général, il n'est pas disponible. Mais pourquoi? Parce qu'ailleurs, en Europe ou ailleurs, ils n'utilisent plus l'orgamétril parce qu'il y a eu beaucoup d'AVC et des complications thromboemboliques. Donc, à cause de cela, on n'utilise plus l'orgamétril actuellement. Vous avez d'autres progestatifs que vous pouvez utiliser avec toute sécurité. Vous avez des progestatifs du Tinil, donc, c'est des progestatifs de dernière génération que vous pouvez utiliser sans effet secondaire. Parce que l'orgamétril, il y a beaucoup de problèmes thromboemboliques avec l'orgamétril. Faites très attention. C'est plus comme avant. Alors, ça c'est bon. Docteur Jardin, CHU 2016. Ouais. Bazin, outils son, image parfaite, c'est bon. La transmission, elle est bonne normalement, Madame Dougan. Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Alors, combien la durée pour utiliser les progestatifs? La durée de traitement. Alors, pour la durée du traitement, on peut aller jusqu'à 6 mois du traitement. Lorsqu'on utilise les progestatifs de la dernière génération, il n'y a aucun souci. Donc, 6 mois de traitement, il n'y a pas de problème avec les progestatifs. 6 voire une année de traitement. Si on utilise les bons progestatifs, d'accord? Il ne faut plus utiliser de l'orgamétrie. Non hormonal. Donc, le traitement, bon, le traitement non hormonal, c'est tout ce qui est anti-inflammatoire. On a cité les anti-inflammatoires surtout, ils sont, parce qu'on sait, on a trouvé quoi chez ces femmes qui saignent?
qui ont des troubles fonctionnels, c'est les prostaglandines. On a trouvé qu'il y a beaucoup de prostaglandines dans l'utérus. Donc, il faut donner un inhibiteur de ces prostaglandines. C'est quoi l'inhibiteur des prostaglandines? C'est les anti-inflammatoires. Donc, ça agit sur le saignement et aussi sur la douleur. Donc, il faudrait les donner les deux, d'accord? Avec associé à un traitement hormonal. Donc, il y a une autre question. Les indications du décapitisme dans l'endométriose avec hyperplasie de l'endomètre. Alors, les indications dans l'endométriose. Donc, le décaputile, donc c'est un traitement efficace en matière d'endométriose, parce que c'est quoi l'endométriose? C'est de l'endomètre qui est en situation ectopique, en situation anormale. Donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne, alors, on va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire on va bloquer la stimulation hormonale des oestrogènes progestatifs. C'est une castration hormonale. Donc, on va bloquer l'axe, il n'y a plus d'oestrogène, il n'y a plus de progestatif. Donc, là où il y a des foyers endométriaux présents dans des endroits anormaux, donc ils vont s'atrophier, ils vont disparaître. Donc, c'est un traitement efficace en matière d'endométriose. Mais le problème avec le décapeptide ou les antagonistes GnRH, c'est des médicaments qui donnent une ménopause avec des effets sur l'ostéoporose. Donc, on ne pourra pas les utiliser plus de 3 mois. On donne une injection par mois pendant 3 mois. On ne peut pas dépasser les 3 mois vu le risque, vu le risque de ménopause ou de complications ostéoporotiques. Mais là aussi, il y a le risque rebond, c'est-à-dire dès qu'on arrête le traitement, les foyers vont reprendre. Alors, il y a une question, où est-ce qu'on pourra orienter les patientes pour faire une hystéroscopie? Bon, ça dépend là où vous êtes. Donc, ça dépend là où vous êtes. Sinon, on va dire, il y a beaucoup de gynécologues qui font cet examen, hein. Ça se fait de façon hystéroscopie diagnostique au niveau des cabinets ou bien chirurgical au niveau des cliniques ou bien au niveau du bloc opératoire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question? La durée. Le traitement pourra arrêter le saignement. C'est les antifibrinolytiques que j'ai cités tout à l'heure. Alors, je pense que ces saignements, on va dire fonctionnels, ce qu'on voit dans notre pratique, même vous, les généralistes, vous êtes très confrontés à cette situation-là. Donc, c'est très fréquent même dans notre entourage. Donc, il y a la famille et tout ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Donc, avant, le message qu'on veut véhiculer aujourd'hui, il ne faut pas banaliser ces saignements. Il ne faut pas dire que ces saignements sont en rapport avec la ménopause. Donc, il faut pas se casser trop la tête. Non, il faudrait explorer ces saignements. Il faut éliminer une cause organique et notamment une néoplasie. D'accord? Tout saignement, il est considéré comme anormal. D'accord? Même à cet âge-ci. Donc, une femme qui saigne, même si elle est en périménopause, je dois éliminer tout d'abord une cause organique, notamment une cause cancéreuse, un cancer, et après, je vais étiqueter ces saignements comme un saignement fonctionnel et je vais les traiter comme ça. Donc, en donnant quoi? C'est très simple, on donne des progestatifs parce que lors de cette phase, c'est des cycles amovulatoires, il n'y a pas de progestérone. Donc, on va substituer les progestatifs endogènes en donnant des progestatifs exogènes. Et si ça ne marche pas, parce qu'en général, ça peut ne pas marcher, on passera à autre chose, notamment le stérilet, notamment le traitement hystéroscopique, voire même l'hystérectomie. On était amené souvent à faire une hystérectomie par voie vaginale pour régler ces saignements. Parce que c'est des saignements qui ont des repentissements. Même dans notre culture, dans notre culture, c'est pour faire la prière, pour faire le ramadan, pour jeûner et tout ça. Ça perturbe vraiment la femme dans sa vie quotidienne, dans sa qualité de vie, dans ses rapports sexuels, tout ça. Il faudrait régler ce problème, il faut répondre à la demande de la femme et régler définitivement son problème. Si le traitement hormonal ne marche pas, le traitement médical ne marche pas, il faut aller vers la chirurgie. Alors, il y a une question sur les prégestatifs des dernières générations.
Donc, c'est comme le lutéine qu'on utilise. Maintenant, il est plus disponible. On a l'utrogestan. Tout ça, c'est des progestatifs qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. C'est pas comme l'organitrine. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que Charlotte, merci à vous. Je vous entends mal, Madame Bougan. Je ne sais pas la connexion chez moi. En tout cas, je ne sais pas si on a fait le tour ou pas. Ils vous disent merci, professeur. Oui, Nous allons avoir demain aussi avec les généralistes le programme sur la conduite à tenir devant les leucorrhées. C'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, il y aura l'endométriose. Le dernier jour, l'endométriose. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, Madame Bougan. Merci pour tout ce que vous faites. يعطيك الصحة انتيا. Pour la promotion. Après, on s'appellera pour... c'est le même D'accord. code. Hein. Vous cherchez le Oui. code, c'est le même code. Ok. D'accord. Ils vous disent, est-ce qu'on peut utiliser Oui, l'utérol? je suis en train de lire. On peut utiliser l'utérol en périménopause. Oui, on pourra l'utiliser. C'est de la progestérone, donc il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui cherchent le lien. Le lien, c'est le même. Moi, je leur ai dit, c'est le même pour demain. C'est le même lien. Oui, c'est le même. Même lien. Le même lien pour jusqu'au 14. Et même si on fera d'autres, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Ok. D'accord, professeur, on va vous Merci libérer. beaucoup. Merci à vous. L'après-midi à la même heure.